écoutez Radio J di Yiddish Echol, le magazine du Yiddish de Radio J. Lise Gutmann avec vous pendant une, on va dire 22 minutes exactement, de bonheur, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'auteur de ce livre, Des années twist aux années tweet. J'ai dit sans bafouiller, Whisky Coco, Michel Chabelski. Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, Michel, on va rappeler qui vous êtes, parce qu'en fait, vous êtes omniprésente sur les réseaux pour notre plus grand bonheur à tous quand on est abonné à votre newsletter qui paraît tous les matins. Vous êtes une très lève-tôt et en fait, vous êtes également... vous faites partie activement de Yiddish pour tous. Vous vous occupez du ciné-club. Le prochain, c'est... Le 26 septembre. Je vais vous demander de vous rappeler, Le de 26 vous rapprocher. septembre à 10h30 au Majestic Passy, 18 rue de Passy. Voilà, et c'est pour le film. Et le film, c'est L'élu, le film qui est d'après le livre de Chaim Potok. Voilà, un livre emblématique, un film emblématique, le tout suivi d'un buffet yiddish. Et j'espère que votre livre sera en vente. Oui, vous absolument. dédicacerez. Oui, il sera dédicacé et il sera vendu. En plus, elle dédicacera. Donc, à ne pas rater, ce sera à 10h30. Pour s'inscrire, on va sur le site de Yiddish pour tous. Oui, alors sur le site de Yiddish pour tous ou sur le site du cinéma, le Majestic Passy, on peut acheter en pré-vente son billet ou sinon prendre le billet le jour du ciné-club. D'accord, et évidemment masqué comme il se doit. Alors, ceci étant dit, parce que vous avez, comme nous tous finalement, ou presque plusieurs casquettes, vous faites, comme je le disais, régulièrement des chroniques. Oui. Enfin, régulièrement, c'est carrément tous les jours. Et moi, je vous lis, je vais raconter ma vie. Je vous lis dans le métro tous les matins et je vous mets un petit like. Oui, et vous le savez. Et je l'attends. Et elle l'attend en plus. Et voilà, ça me met un coup de baume au cœur pour la journée. Et en fait, vos chroniques sont à la fois sur l'actualité de ce qu'on vit aujourd'hui, oui, à tous les niveaux, sur votre vie familiale, mais aussi beaucoup sur votre vie, sur votre jeunesse des années 60. Et à travers vos chroniques, on comprend comment la société a changé. Alors, vous allez me dire... Pourquoi dans une émission consacrée au Yiddish? Parce qu'en fait, vous avez grandi dans le milieu de la communauté juive, aussi à travers vos parents, fin des années 50, début 60, avec tout ce que ça impliquait. On naviguait entre Unserwort et les yéyés. Et ça, on le sent très fort. Oui. Et salut les copains, bien sûr. Et ça, on le sent très fort dans vos chroniques, d'où le titre, je pense, Des années twist aux années tweet, parce que c'est un très, très large panel. Alors, d'où vous êtes venue cette idée ? Alors, l'idée du livre est venue d'une série de chroniques que j'avais écrites, qui étaient des chroniques autobiographiques. Alors, j'ai écrit une première chronique à propos du carreau du temple, parce que ce jour-là, j'avais dû peut-être traverser le carreau, le jardin Eugène-Spuller et le carreau du temple. Et puis, j'ai eu envie d'en parler, donc j'ai fait une première chronique qui était assez brève, comme toutes mes chroniques. Et puis, beaucoup de mes lecteurs et lectrices, amis et très bienveillants m'ont dit « Ah, mais c'est intéressant ». Et après ? Alors, le lendemain, c'était la solution de facilité. En même temps, moi qui tous les matins cherche l'inspiration à 5h du matin pour écrire ma chronique, puisqu'elle est quotidienne, voilà qu'on m'a servi sur un plateau une inspiration toute trouvée. On m'a dit « Et maintenant ?» J'ai dit « Et maintenant, je vais écrire la suite ». J'ai donc écrit comme ça une série de chroniques sur ma vie, sur mon enfance, sur l'époque à la fois des yéyés et de la Yiddishkeit, où nos parents arrivaient de Pologne, ou bien arrivaient, enfin à ce moment-là, ou avaient été rescapés de la Shoah. Oui. Donc la deuxième chronique a beaucoup plu. On m'a dit et maintenant, et c'est parti comme ça. Il y a eu une série de chroniques qui sont extrêmement personnelles, et à la fois personnelles et en même temps complètement reliées au monde juif
juifs de cette époque. Donc c'est ma petite vie à moi, mes petites aventures, mais complètement reliées à la Yiddishkeit En fait, de l'époque. mais c'est notre parcours à tous. C'est ça qui est incroyable, parce que vous rappelez des choses, on les a tous en nous, et elles ne demandent qu'à sortir. C'est ça qui est... Enfin, je parle pour les gens qui ont vécu Paris, région parisienne, et et qui ont un peu aussi la nostalgie pour tout plein de raisons de cette période. C'est ce qui s'est passé. Je veux dire, les lecteurs et les lectrices disaient: ah oui, bien sûr, la toile d'avion, Mais le oui, carreau du Temple, le lycée Victor Hugo, et puis ensuite la boutique Elle, où on mais oui. achetait et les chaussures Carville et les jupes Gudule, etc. Salut les copains, Françoise Hardy, John Baez, etc. Donc toutes ces choses-là Tout y est. qui étaient des choses extrêmement personnelles et que j'ai partagées simplement pour le plaisir, ont trouvé un écho énorme dans mes lecteurs qui ont mon âge et qui ont vécu ces choses-là en même temps que moi. Bien sûr. Donc c'est truculent. Je dois dire que c'est truculent. Ça reprend plusieurs thématiques. En fait, ce sont vos chroniques, les unes après les Voilà. autres, mais tout s'enchaîne. Alors, il y a au cœur de tout cela, il y a l'histoire de votre mariage qui est franchement pas triste. On mélange les traditions juives que vous ignoriez, en fait, à l'époque. Séfarade. Voilà, séfarade et ashkénaze, mais aussi les traditions juives religieuses, puisque vous n'aviez aucune idée de ce qu'était un mikvé, et que d'un coup on vous parle de ça, et vous dites c'est quoi cette histoire, me purifier, pourquoi je suis pas pure, etc. Et du coup vous vous retrouvez avec vos parents sur le dos, côté ashkénaze, côté séfarade, c'est un peu l'enfer, faut bien dire les choses, parce que aujourd'hui c'est vrai qu'un jeune couple avec des traditions mélangées, aujourd'hui ça passe parce qu'on connaît tous beaucoup mieux les traditions les uns des autres. Mais à l'époque, c'était le choc des titans. Oui, parce que vous parlez de traditions mélangées. Aujourd'hui, la jeune génération a des traditions et des connaissances mélangées. Tout le monde sait Tout ce le qu'est monde un sait, mikvé, bien tout le monde sait sûr. ce qu'est un mariage. Moi, à l'époque, je venais d'une famille entièrement laïque, presque anticléricale, je vais dire, puisque Oui. après la Shoah, bien évidemment, comme dans Beaucoup de beaucoup de gens familles l'étaient. ashkénazes, on refusait tout ce qui était religieux, toute notion de Dieu et toute notion de pratique religieuse. Donc chez moi, on ne pratiquait rien. Donc en fait, il n'y avait pas un mélange de traditions, il y avait une absence de tradition et de connaissances d'un côté et pléthore de traditions de l'autre côté, puisque les séfarades arrivaient, eux, lestés de toutes ces traditions qu'ils avaient pratiquées pendant des années et qu'ils essayaient de partager avec nous, Bien qui n'y sûr. connaissions rien. Donc Bien c'était un sûr. peu difficile. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, heureusement pour nos jeunes générations, tout s'est aplani, on peut dire les choses. Oui, bien sûr. Oui. Alors, donc, dans ce livre, quel a été peut-être le chapitre qui a été le plus bouleversant pour vous? Tous les chapitres ont été bouleversants. Je pense que les premiers chapitres ont été peut-être les plus bouleversants parce que c'est là que je faisais appel à mes souvenirs et donc à mes parents, à mon père, à ma mère, à la souffrance de mon père, aux difficultés qu'il a eues à ce moment-là de se reconstruire et puis de construire une famille et puis de se construire une vie dans cette France qu'il accueillait et de donner à sa fille tous les outils et tous les moyens de vivre et de s'installer, de s'enraciner dans ce pays dont il ne connaissait pas grand-chose au départ, dont il a dû tout apprendre, la langue, la culture, les habitudes et c'était très difficile et je n'aurais pas assez d'une vie pour le remercier de tout ce qu'il a pu faire pour moi. Bah, Avec les évidemment. difficultés qu'on connaît, puisque sortant d'Auschwitz et rescapé d'un camp de concentration. Il vous en parlait d'Auschwitz? Il n'en parlait pas spontanément, mais si quelqu'un le mentionnait, il n'arrivait pas à en parler, ce qui fait qu'il hurlait. Il hurlait des pleurs, des larmes, des hoquets. Il n'arrivait pas à verbaliser complètement ce qui s'était passé. Il l'a fait un petit peu après, sur la fin de sa vie, mais je me souviens simplement de ses cris, de ses pleurs. Je me souviens des dimanches où on recevait des amis et on citait des noms. Alors il y avait les noms de ceux qui étaient revenus, de ceux qui avaient disparu et tout d'un coup il éclatait en sanglots, il éclatait en pleurs et il criait maman, maman, maman. Enfin bon, il avait perdu ses sœurs et sa mère, donc on n'osait pas lui demander et je Ben lui non, en voulais. on pouvait pas lui demander si ça le mettait dans un état pareil. Ah oui, ça c'est le mettait dans évident. un état de transe épouvantable. C'était une catharsis insupportable pour la petite fille que j'étais. Et j'avais même envie, je lui en voulais presque de souffrir autant devant moi. J'avais presque envie de lui dire, mais arrête, sois heureux, regarde-moi, j'ai envie de te rendre heureux. Et il l'était, il l'était. Bien Quand sûr. passait la crise, il redevenait l'homme tranquille, calme, intelligent et que j'aimais. Mais pendant ces moments de crise, c'était insupportable à vivre. Bien sûr.
Et pour cause. Alors, vous-même, on parlait yiddish à la maison, je crois. Alors, un petit peu. Ma grand-mère maternelle et mon père parlaient yiddish entre eux. Ma mère ne connaissait que des expressions. Elle parlait un yiddish avec un accent français à couper au couteau. On aurait dit Arletty doublant un film yiddish. C'était assez drôle. Et puis, elle n'avait que des expressions assez ordinaires, enfin bon, du quotidien. Mais j'aimais le yiddish vraiment émotionnellement. C'est une langue qui m'a parlé parce que c'était la langue que j'entendais parler entre mon père et ma grand-mère, que j'aimais plus que tout. Donc, pour moi, elle est chargée d'une grosse émotion. Bien sûr, et d'ailleurs, vous aviez pris des cours après pour revenir à Avec vos vous. racines. Alors, on va peut-être lire un extrait d'une chronique. On va parler du carreau du temple. Moi, je dois dire une chose, j'ai du mal avec l'expression carreau du temple. Savez-vous pourquoi? Parce que je l'ai toujours entendu prononcer avec l'accent yiddish. Carré du temple? Oui, exactement, les carreaux du temple. Et j'arrive pas je me dis, si je le dis en français, je vais le dire avec l'accent. Mais bon, voilà, chacun sait, on en est tous là. Alors, j'ai envie de lire le début, et puis après, vous enchaînez. Avec plaisir. Papa était devenu confectionneur, tailleur pour dames. Il avait monté sa société, Jacques Couture, faisant à son tour travailler des ouvriers à domicile. L'atelier n'existait plus, transformé en showroom où on accueillait les clients. Restait la salle de coupe et son énorme machine broyeuse de matelas, c'est ainsi qu'on appelait les couches de tissu superposées qui deviendraient vestes ou manteaux. Les ouvriers venaient chercher le tissu et rapportaient, dans une toilette, les vêtements finis que papa présentait aux clients sur un buste sans tête, supposé représenter un corps de femme. Puis, le travail payant, les affaires devinrent plus florissantes et papa prit un petit magasin rue du Petit Thouars, près du carreau du Temple, qu'il échangea assez vite contre un autre, plus spacieux, qui possédait un appartement au-dessus, rue de Picardie, et nous quittâmes les Halles, ses bouchers et son raffut pour nous poser dans ce qui n'était pas encore le Marais Michel. Mais tout simplement le quartier juif des confectionneurs. Entre-temps, j'avais intégré l'antre du savoir, le lycée Victor Hugo. Ses blouses brodées à notre nom, ses profs qui nous vouvoyaient et ses interdits de maquillage et de vernis à ongles. Les commissions ne se faisaient plus rue Montorgueil, mais rue de Bretagne, célèbre pour son marché des enfants rouges, ainsi appelé en raison de sa proximité avec l'hospice des enfants rouges, orphelinat qui imposait aux enfants un uniforme rouge. La rue de Bretagne offrait tous les commerces de bouche imaginables, mais les marchandes de 4 saisons soufflaient toujours sur leurs doigts gourds et rêches en plein hiver. Les progrès de la science avaient offert au dos des ménagères des caddies, et entraînant leurs charrettes, ces dames se saluaient et échangeaient dans un français assez proche de la langue guignée, mais n'en ayant pas encore percé toutes les subtilités, et bien sûr en yiddish. En face de chez nous, le célèbre carreau du Temple. Donation offerte à l'origine aux chevaliers de l'ordre du Temple, enclos, qui devint la maison du grand prieuré de France. Puis l'église fut rasée et ne resta que la rotonde du Temple, que jouxta un marché couvert, édifié par Jacques Molinos, bénéficiant d'exemption de taxes. C'était à l'origine une bourse d'occasion, récupérée après la guerre par des marchands de vêtements majoritairement juifs, qui y vendaient leurs produits à bas prix, eu égard aux exemptions de taxes. Et que je te tire par la manche, et que je t'enfile un manteau de force, et que je t'offre une ristourne sur un truc, c'est déjà un cadeau. Les méthodes de vente s'apparentaient plus au souk qu'au principe de marketing qui commençait à se mettre en place en France. Le tout dans un sabir mi-français, mi-yiddish, mais la partie française n'était pas beaucoup plus intelligible que la partie yiddish. Elle l'était même plutôt moins. Alors, je vous interromps parce que pour y être allé au carreau du Temple, moi, j'entendais que le yiddish, ou presque. Hein. Alors, il y a même des juifs séfarades qui sont arrivés sur le tard et qui ont appris le yiddish pour pouvoir vendre là-bas. On est d'accord. Oui, le yiddish Oui, était la langue majoritairement parlée, mais certains faisaient des efforts de français et c'était beaucoup moins intelligible que le yiddish parce que l'accent était tel et les fautes de grammaire étaient telles qu'on comprenait rien. Je voudrais qu'on lise à partir les restaurants yid, le bas de la page 12. Les restaurants yid fleurissaient rue du Petit Thouars et rue de Bellem, mélange hâtif de bouffe ashkénaze et de bouffe française, où se retrouvaient les commerçants du quartier qui échangeaient dans un raffut du diable sur l'état du marché. « J'ai pas encore étraîné !» hurlait l'un. « T'as pas vu Moshe ? Er is nicht du ?»
Vous? Moshes nicht du? Er ist krank? On Pas de traduit, sous-titres. pas de Je vous donne sous-titres. la VO pure. Voilà. Tant pis pour les malheureux qui ne parlent pas yiddish, ça s'adresse à un public supposé comprendre le Exactement, yiddish. Otazoï. Vous avez raison, on traduit pas. Et alors, c'est truffé évidemment de mots yiddish. On sent les odeurs à travers vos descriptions, la carpe farcie, le herring, etc., etc. En fait, ce que vous faites, c'est à la fois une description, pardon, de vos souvenirs, mais également comment dirais-je, c'est historique. Vous nous donnez des détails qu'on avait peut-être un peu oubliés. Oui, on a su les chevaliers du temps, mais tout nous revient en vous lisant et tout ça dans une écriture très simple. Et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que moi, j'imagine une famille au coin du feu en train de lire comme ça à haute voix pour partager avec les enfants des extraits de votre livre. L'écriture est simple parce que ce n'est pas une écriture romancée, ni ça ne se veut pas un modèle de littérature. C'était au départ une série de chroniques, donc de choses rapides, facilement lisibles par un public extrêmement large et qui s'adressaient directement au public. Donc un peu plutôt du langage oral que du langage écrit, ou en tout cas ce n'était pas un langage sophistiqué, c'est un langage oral soigné auquel je prête une attention particulière, mais qui relève plutôt de la convivialité et du plaisir de l'échange direct avec le lecteur, qui était celui de mes chroniques sur Facebook au départ. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup de chroniques, pas forcément dans le livre, mais beaucoup autour de vos petits-enfants, Oui. des générations qui suivent. Et ce que j'aime, c'est la découverte de leur univers à travers vos yeux, à travers votre expérience, parce que vous êtes une grand-mère, vous vous en occupez beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, on revient en arrière à votre jeunesse, à vous. On voit ce qui se passe avec les enfants d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a, pour nous tous et pour nous toutes, il y a un fossé absolument monumental, mais en même temps, les valeurs restent les mêmes. Oui, ce sont des valeurs juives, ce sont des valeurs. Moi, j'ai la chance que mes enfants, mes deux enfants aient épousé des juifs, donc gèrent des foyers juifs, avec cette transmission à leurs propres enfants, mais qui malgré tout aujourd'hui vivent en France. Bon, nous sommes la troisième ou la quatrième génération, enfin, ils sont plutôt la troisième ou la quatrième génération de Français. Donc, ils ont à la fois cette bi-appartenance au monde français, bien évidemment, et au monde juif qu'on leur transmet quotidiennement par la religion, par les fêtes, par la convivialité toujours, par le bonheur de partager les choses avec les enfants. Bien sûr, c'est tellement important. Alors, des années twist aux années tweet whisky coco, ça, il faut lire le livre pour comprendre pourquoi whisky coco, Oui. même si on s'en doute, bien sûr. Où est-ce qu'on le trouve, Michel Chabelsky, ce livre? Alors, dans l'état actuel des choses, ce livre se trouve sur Amazon. Il est en vente sur Amazon, où on peut se le procurer facilement en cliquant sur Amazon. Il sera d'ici quelques jours en vente dans une librairie qui s'appelle la librairie de La Rose de Java, Ah qui oui, se trouve chez 11 rue Campagne Première. C'est Hubert Boucara qui a gentiment c'est prêté ses où? locaux. C'est C'est où ça? à côté de Montparnasse. La rue D'accord. Campagne Première doit se trouver dans le 5e ou le 6e, à côté de Montparnasse. Et Hubert me prête gentiment son local pour y entreposer des livres. Et donc, on pourra trouver. Nous avons évidemment des inconditionnels d'Amazon et d'autres qui refusent obstinément d'acheter sur Amazon. Donc, j'ai trouvé cette solution pour les lecteurs qui voudraient zapper Bien sûr, Amazon. Voilà. bien sûr. Je précise également qu'il y aura une vente chez Florence Kahn le 3 octobre. Ah oui, très bien. Une dédicace Oui. et une vente. Florence me propose gentiment ses locaux Florence, également. on lui fait une bise. Alors, on n'est pas censé faire de pub, mais je peux vous dire que son strudel caramélisé est un souvenir très récent et qu'il est sublime. On continue. Comme le reste. Donc, je vous conseille d'aller chez Florence où vous pourrez profiter des nourritures intellectuelles Voilà. et des nourritures terrestres. Je dédicacerai mon livre donc le dimanche 3 octobre de 14h à 16h et plus si Et voilà. affinité Super. grâce à Florence qui me propose son local. Eh bien, Michel, on va se quitter en musique, comme toujours sur Radio J, avec une chanson emblématique, les Barry Sisters, les années 50-60, et Chiribim, bien sûr. On vous fait une grosse bise et à Git Gizintio. Merci beaucoup Lise, à bientôt.